Bonjour Barboka. Bonjour. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Barboka, tu es thérapeute en soins chamaniques avec le chat qui veut répondre donc aux questions Voilà. aussi, hein. Avec Luna. Avec Luna. Enchantée Luna. Tu proposes donc des soins, des ateliers et des accompagnements à celles et ceux qui se sentent attirés ou appelés par le chamanisme. Tu as été formé auprès de la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, fondée en 1979 par Michael Harner, qui est l'anthropologue, le fameux anthropologue et auteur de La Voix du chaman. Donc, tu accompagnes notamment les femmes vers leur féminité, Oui. leur être profond. Et de manière plus générale, tu proposes différents outils pour cheminer vers soi, vers la source intérieure que tout le monde a et dont on va parler, je pense, dans les prochaines questions. Barboka, est-ce que tu as ajouté quelque chose à cette présentation avant d'enchaîner sur les questions? Oui, tout ce que tu as dit est juste, hein. Donc, la formation auprès de la FSS pour aller confirmer les méthodes que j'utilisais, parce que j'ai commencé un peu en autodidacte et puis après, je suis quand même allée voir si c'était OK ce que je faisais. Euh, donc, le chamanisme, c'est un pan de ce que je propose. Après, j'utilise plein d'autres outils dans l'accompagnement. J'ai pas cette vision de une chose et pas d'autre. Donc, il y a aussi les minéraux qui viennent. Après, tout dépend aussi de ce qu'on met dans le chamanisme. Ça, c'est une grande question qui n'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais C'est vrai c'est vrai que le chamanisme, je ne sais pas si après le bouddhisme, maintenant, on est plutôt, on entend beaucoup parler du chamanisme comme on entendait parler du bouddhisme il y a quelques temps. Donc, ça devient un petit peu le mot valise, le mot fourre-tout. On met un petit peu beaucoup de choses à l'intérieur, j'ai l'impression. ouais. D'ailleurs, moi, j'en sais pas grand-chose et je pense que tu vas nous en apprendre peut-être un petit peu plus dans cette vidéo. Je vois d'ailleurs un tambour là, pas loin de toi. Je pense que Ouais. il y a tes pratiques. Est-ce que tu veux commencer? Écoute, oui, allons-y. Allez, c'est parti. Première question. La vie a-t-elle un sens? La vie a-t-elle un sens? La vie, elle a plein de sens, je pense. Euh, à mon sens, à moi, la vie, c'est un terrain d'exploration. Euh, du coup, de changer cette vision de la vie, de ne pas la voir comme quelque chose de punitif ou ça va être lourd, et de voir plutôt ce côté, qu'est-ce que j'ai à apprendre de chaque situation, qu'est-ce que j'ai à explorer de moi-même aussi dans chaque situation. Ça peut aider à ramener de la légèreté et de la joie dans le quotidien, dans ce qui nous arrive, dans la situation actuelle de la pandémie, et de voir plutôt ce que chaque situation apporte plutôt que qu'est-ce que ça empêche. Et la perte de sens, je pense qu'elle est aussi dans ce positionnement par rapport à comment est-ce que je conçois la vie. Est-ce que je la conçois comme semée d'embûches ou est-ce que je la conçois comme un parcours d'équitation où il y a des obstacles, mais avec la bonne monture, je les saute et finalement, c'est super et je m'éclate avec ce parcours-là. Donc, elle a plein de sens, il y a plein de chemins. Euh, pour moi, il n'y a pas de mauvais chemin. On ne peut pas se tromper de chemin dans la vie parce que dans tous les cas, on va au même endroit et cet endroit, c'est se connaître. Qui je suis et s'explorer soi aussi dans les différentes situations de la vie, se découvrir et comprendre comment je fonctionne euh, et, euh, et du coup comprendre qui je suis. Est-ce que pour toi, ça veut dire que pour toi, il y a un jeu? Il y a une sorte de jeu. Un jeu JE, hein, parce que tu as parlé de terrain de jeu. Il y a le jeu JE, il y a le jeu JEU aussi. Et les deux sont un peu entremêlés. Euh, oui, je pense que dans ce monde-là des humains, quoi, de la matière, hein, pour être plus généraliste, au-delà des humains, de la matière,
On est dans un corps qui est attribué, donc on est une fraction de quelque chose, mais on a quand même une identité qui vient avec ce corps-là, avec la personnalité qui va avec, les différentes parties qui nous composent, puisqu'on n'est pas qu'une chose, mais on est tellement de choses. Et tout, mais il y a cette idée aussi, oui, de jeu JEU, un peu comme si on était une grande carte à gratter, puis à chaque fois on gratte une case avec une expérience de la vie, on découvre un super pouvoir, et puis on gratte une autre case, et wouh, il y a un autre truc génial. Donc c'est un petit peu ça. Et dans les accompagnements, l'idée c'est ça aussi, c'est de parfois donner la pièce pour que la personne puisse gratter ses cases à gratter et découvrir tous ses super pouvoirs. Très bien, je pense que tu as fait le tour en tout cas de cette question. Parlons un petit peu plus profondément peut-être du jeu, de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Deuxième question, Dieu pour toi c'est? Eh ben c'est tout. C'est tout ce qui nous entoure. Pour moi, Dieu est partout. Je dirais que c'est une énergie, en fait, pour moi. C'est une énergie qui se manifeste dans la création et dans la matière aussi. Donc, quand je regarde une fleur, je peux voir Dieu dans cette fleur, dans toute sa création et ce qu'elle est aujourd'hui et la joie aussi qu'elle m'amène. Donc, Dieu, c'est une énergie d'amour, une énergie qui vient nous envelopper, qui vient nous porter et, euh, et, donc, euh, et donc qui est là à chaque instant et qui se manifeste dans chaque chose, dont nous. Mhm. Nous sommes aussi, pour moi, chaque jeu JE est une part de Dieu aussi. Okay. Luna aussi. et tout, en fait. Voilà, Dieu, c'est tout. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'amour inconditionnel pour moi. Quelle relation tu as avec cet amour inconditionnel? Est-ce que tu as une relation particulière avec cet amour inconditionnel? Alors, particulière. Je pense qu'on est tous en lien avec cette énergie si on veut la contacter. Et je pense aussi qu'elle commence par la contacter pour se mettre en lien soi-même déjà avec, notamment avec cet enfermement dans un sens dans la matière, dans ce corps. Donc, commencer par aimer inconditionnellement son corps, être en lien avec lui, le respecter. Le corps, c'est vraiment un point important pour moi parce que sans corps, il n'y a pas de spiritualité. Mhm. Euh, si je suis que dans la décorporation, finalement, dans mes expériences, bah, je n'ai pas de possibilité d'accéder à la spiritualité profonde, puisque la spiritualité profonde, à mon sens, passe par le corps aussi. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en bouddhisme, avec le vipassana, qui est la présence à soi, à son corps, à sa respiration. Et en fait, c'est très, très lié au chamanisme. C'est juste deux façons différentes d'appréhender cette présence au corps. Avec le chamanisme, on va l'appréhender beaucoup avec le tambour, la vibration, le chant. Et du coup, là, l'amour inconditionnel passe à travers moi pour vibrer pour les autres. Donc, que ce soit pour la Terre, si je veux faire une cérémonie pour remercier la Terre, pour accompagner la Terre avec tout ce qu'on lui fait en tant qu'être humain dans cette transition-là. Et donc, je peux chanter et faire du tambour pour la Terre. Et là, je vais passer cet amour inconditionnel et lui en renvoyer un peu, parce que je sens vraiment que la Terre, elle nous envoie beaucoup d'amour inconditionnel, sans nous juger, alors qu'on lui fait des choses absolument horribles, et que ce serait bien qu'on lui en renvoie un petit peu nous aussi. Donc, chanter pour elle, faire du tambour pour elle, ou en tout cas avoir vraiment cette intention du cœur et remettre en circulation cet amour inconditionnel, ne pas le prendre que pour nous, même si au départ, on en a besoin déjà pour soi, pour ensuite pouvoir le diffuser. Merci pour cette belle réponse. Passons à la troisième question. On monte un petit peu en intensité de difficulté, je pense.
Troisième question, après la mort, stop ou encore? Eh ben, encore, encore. Moi, j'adore la mort. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est hyper tabou, Mhm. euh, globalement, dans nos sociétés occidentales, hein, du moins, puisque orientales, c'est pas du tout un tabou. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. J'ai toujours adoré me balader dans les cimetières, par exemple. Je trouve qu'il y a une sérénité dans les cimetières, et depuis que je suis enfant, à l'adolescence, c'était mon lieu recueil, quoi. J'allais dans les cimetières quand ça allait pas et ça me faisait du bien. Donc à la fois, il y avait un petit peu ce jeu de tiens, est-ce que je pourrais pas mourir? Et puis d'un autre côté, il y avait ce bien-être que j'avais dans ces endroits. Euh, donc pour moi, ça continue. Finalement, tout est passage, quoi. C'est vraiment une porte, la mort comme une autre. Là, j'expérimente la matière, et en fait, la mort, c'est une porte de passage qui me permet de me libérer de mon corps et d'aller vers autre chose. Ok. Voilà. Pour approfondir encore un petit peu, Ouais. euh, est-ce que tu es dans une vision, j'aime pas étiqueter, mais je suis obligé un petit peu de donner différentes pistes. Est-ce que tu es plutôt dans une vision orientale de fusion, dans le grand tout, dans le tout que tu as appelé Dieu d'ailleurs tout à l'heure, Mhm. ou est-ce que tu es dans une espèce de union sans confusion dans ce grand tout? Je suis plutôt pour la version orientale. Ouais. Il faut savoir que donc, le chamanisme, à la base, c'est une spiritualité animiste. Donc, on considère que tout est vivant, tout a une âme, Mhm. et que nous faisons partie du grand tout, et nous sommes une manifestation de ce grand tout, peu importe la forme que l'on prend. Ok. Mais nous sommes tous reliés, nous sommes tous vivants. Euh, les Amérindiens, d'ailleurs, utilisent l'expression Mitakuye Oyasin pour se saluer, mais aussi pour remercier pour plein de moments de leur vie. Euh, Mitakuye Oyasin, ça veut dire je te vois, je suis toi et tu es moi, et en fait nous sommes tous reliés, et nous sommes reliés à tout. Mhm. Donc on a vraiment ça dans la vision chamanique, dans la vision animiste, de dire, ben, en fait, ce que je te fais à toi, je me le fais à moi, puisque je suis aussi une partie de toi et tu es une partie de moi, puisque nous sommes tous reliés. Ouais. Donc cette même vision sur le respect de la terre, le respect de notre environnement, le respect des animaux et la considération de cette unicité. Donc oui, très orientale comme vision. Mais enfin, de ce que j'ai compris du chamanisme, je crois qu'il y a des contacts avec des esprits, notamment. Hum. Des esprits qui sont des personnes qui sont peut-être, enfin, pour certaines décédées, peut-être qui avant étaient sur Terre. Hum. Et du coup, ces personnes-là continuent d'être ces personnes-là. C'est-à-dire il n'y a pas eu fusion. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, du coup, ces esprits-là sont dans une étape intermédiaire vers une potentielle fusion finale dans le grand tout, finale ou initiale d'ailleurs, je ne sais pas. Ou est-ce que il y a malgré tout une certaine permanence de la personnalité? Alors, J'ai un peu moins, hein, désolé. comment? C'est un petit peu la question qui me chatouille à chaque fois Ah, bah, dans j'adore. tous les entretiens. Donc, comme je n'ai pas la vision chamanique, ça m'intéresse. Ah, mais avec plaisir, vraiment. Puis vraiment, j'adore discuter de ce sujet, c'est passionnant. Euh, alors, ce à quoi tu fais référence, donc en chamanisme, je vais reprendre du début hein, pour pouvoir bien expliquer et que ce soit à peu près clair. En chamanisme, oui, on est en lien avec les esprits. En revanche, il y a plusieurs types d'esprits. Mhm. Euh, donc, on a les esprits du monde du bas, puisque le chamanisme est divisé en trois mondes, le monde du bas, le monde du milieu, dans lequel nous, on évolue, et le monde du haut. Dans le monde du haut, dans le monde du bas, on est en contact avec des esprits alliés, des guides, qui sont des esprits qui sont transcendés, donc qui ont passé tout leur cycle après la vie, puisque on le voit plutôt par étapes. Mhm. Après, selon les cosmogonies, selon les tribus, ça peut être très très précis. Euh, après, chacun est libre de faire aussi l'expérience de voir qu'est-ce qu'il y a après, sans se suicider, hein, parce que sinon on ne peut pas revenir, mais Mhm. en faisant un voyage chamanique.
Et ces esprits-là ont décidé de se mettre au service. Donc après, en fait, ils prennent la forme qu'on veut bien aussi leur laisser prendre. Donc c'est vraiment une expression toujours de ce grand tout, Mhm. mais qui va devenir mon esprit allié animal sous forme de sanglier, ou sous forme de cerf, ou sous forme de jaguar, ou sous forme de puma, ou peu importe. Ils sont vraiment polymorphes. D'accord. Et dans le monde du haut, on est un petit peu pareil. C'est aussi des formes qui peuvent tout à fait... ça m'arrive souvent au stage d'avoir des personnes qui sont anti-religion et qui se retrouvent avec Jésus comme guide du monde du haut. Et donc qui sont très choquées de ça en disant mais pourquoi Jésus? Et donc il y a aussi ça, le fait qu'il puisse, cet amour va se présenter sous forme de Jésus pour guider cette personne. Parce que au-delà de la religion, il y a aussi Jésus dans sa vibration transcendée de toute l'histoire et de tout ce que nous, on a pu projeter sur cette figure-là. Donc c'est un super accompagnant, Jésus, c'est une très belle énergie. Après, effectivement, chaque guide va quand même avoir une vibration particulière. Je vais plus parler de vibration plutôt que de personnalité. Parce qu'on n'a plus d'ego. Donc il n'y a plus ce côté personnalité non plus. Mais il y a ce côté vibration. Ça va vibrer à une certaine fréquence et ça va venir du coup nous toucher parce que c'est en phase pour se mettre en résonance avec moi, qui suis moi, avec ma personnalité. Et cette vibration qui, elle, va pouvoir m'aider parce que la résonance fait que ça va pouvoir me faire évoluer. Mais il n'y a plus la personnalité à proprement parler. En revanche, dans le monde du milieu, dans lequel nous on évolue, il y a aussi ce qu'on peut qualifier d'âmes errantes. D'accord. Donc des âmes de personnes qui n'ont pas commencé ou n'ont pas terminé leur chemin vers l'au-delà. Et dans ce cas, là on a des âmes qui ont toujours leur personnalité et qui n'ont juste plus de corps. Et qui du coup peuvent rentrer en communication avec nous ou même avoir des influences parfois sur des phénomènes électriques, hein, quand on regarde un peu les émissions, la chasseur de fantômes, etc. Il y a ces jeux sur tout ce qui va être onde et facilement influençable. Ces amérantes peuvent avoir un effet. Les coups de froid dans le dos, les choses comme ça, quoi. Et du coup, les esprits qui sont invoqués par les chamans notamment, ils sont pas dans ce monde du milieu, ils sont dans le monde du haut ou du bas, c'est ça? C'est ça, c'est toujours des esprits transcendés. Parce que ceux-là, les esprits transcendés, ils ne demandent rien en échange. Ils sont là pour accompagner à travers donc, le chaman. Selon certaines traditions, il y en a qui travaillent quand même avec les esprits des morts aussi. Parce que là, moi, je suis dans le néo-chamanisme. Hein, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Michael Rader, etc., je n'applique pas la tradition sibérienne ou péruvienne. Après, dans ces traditions-là aussi, notamment en Amérique du Sud ou même en Afrique, ils travaillent aussi avec l'esprit des plantes. Donc là, c'est un esprit du monde du milieu, mais qui n'est pas un esprit humain. On retrouve du coup le tabac, l'ayahuasca, toutes ces choses-là qui sont devenues très à la mode et sur lesquelles il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme aussi et juste de faire de l'argent pour faire de l'argent et qui en plus déforestent et privent les peuplades primaires de ces outils-là qui sont les leurs à la base. Donc je mets un petit panneau attention là-dessus aussi. Et là, pour tout ce qui est âme errante, on peut les accompagner. Il y a plein de raisons à être bloqué en tant qu'âme dans notre monde. Il y a les maladies très longues où on n'a plus d'énergie du coup pour commencer ce chemin vers l'au-delà parce que ça demande quand même de l'énergie. On peut avoir les morts violentes qui n'ont pas compris en fait vraiment ce qui se passait. On peut avoir les suicides. On peut avoir tout ce qui n'est pas fluide en fait. C'est ça. Après, il y a des gens qui ont des maladies longues et qui ont quand même assez d'énergie pour passer. Ça ne veut pas dire que parce qu'on meurt d'une maladie longue, on est bloqué. Hein. Attention, hein, il y a plein de cas de figure. Ah oui, il y a aussi les addictions. Les addictions qui font que, en fait, l'addiction est de ce monde matériel. Donc, se détacher et partir, ça veut dire renoncer à, je ne sais pas, à l'alcool ou à la cocaïne.
Donc souvent, là, on va squatter quelqu'un qui est dans la dépendance pour, à travers lui, pouvoir continuer notre dépendance. Et c'est là où la pratique chamanique, ou les passeurs d'âme, de manière générale, puisqu'il n'y a pas que le chamanisme qui propose de faire passer des âmes. Il y a plein d'autres méthodes avec des anges. Chaque méthode est différente, mais est bien aussi. On peut accompagner ces personnes pour qu'enfin elles commencent leur chemin vers l'au-delà et qu'elles puissent petit à petit quitter la personnalité, avoir un bilan un peu de leur vie, que leur âme choisisse si elle veut grandir après, ensuite ou pas, ou rejoindre le grand tout. Merci beaucoup. C'est très clair, en tout cas de mon côté. J'espère que ça nourrira beaucoup de gens, cette longue explication qui démystifie un petit peu aussi, je pense, ce qu'on peut penser du chamanisme. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, en fait. Et ça fait peur, et puis c'est vraiment un mot fourre-tout. C'est nous, les Européens, qui utilisons le mot chamanisme. Oui, tout à fait. Mais là, je pourrais en parler très longtemps, donc je vais... Passons aux 2 dernières questions, plus légères. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a particulièrement marqué? Alors, tu vois, c'est peut-être même plus compliqué que la mort pour moi. Un personnage spirituel. À part Luna qui est derrière toi. Voilà, à part Luna, qui m'inspire beaucoup, ceci dit, vraiment. Moi, j'ai été élevée dans une famille plutôt chrétienne, donc les livres en BD que j'avais quand j'étais petite, c'était les saints, etc. Donc, dans ces personnages-là, moi, ce qui m'a touchée, c'est notamment l'histoire de Mère Teresa. Parce qu'il y avait vraiment, je trouvais, cette vibration d'amour inconditionnel. Et je trouve que c'est même encore un bel enseignement pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Elle était au milieu des gens qui étaient pleins de peste, et puis en même temps, elle n'avait pas peur d'attraper la peste, et elle n'a jamais attrapé la peste, et elle les prenait dans les bras, et elle leur faisait des câlins. Je ne sais pas du tout à quoi tu fais référence, mais... Donc, il y a aussi de beaux enseignements dans Mère Teresa et cette façon d'aborder aussi la maladie et le lien à l'autre, avec son cœur, qui est essentiel. Après, dans les autres personnes les personnages spirituels, il y avait aussi l'histoire de Padre Pio qui m'avait touchée toute petite. Ce moine malgré lui déjà, qui à la base a juste été envoyé là-bas parce qu'il était fragile au niveau de la santé, et puis qui avait toute cette pudeur et cette humilité. L'humilité de dire non, non, mais ouais, j'ai des stigmates, mais calmez-vous. Et qui essayait toujours de faire le bien à partir de ça, les miracles de guérison, mais en restant le plus humble possible. Je trouve que ça, ce sont des beaux personnages spirituels, de belles personnes, puisqu'ils ont tous les deux existé dans notre monde humain et matériel, et qui sont très inspirantes. Mais comme on retrouve l'histoire de Siddhartha aussi, pour basculer sur le côté bouddhisme, qui est aussi très inspirante avec la présence, le choix, l'inactivité pour le repos mental, quoi. Et puis la présence au corps et à l'instant. Voilà. Ok. Tu vois, tu disais que tu avais du mal, mais tu en as rapidement cité 3. J'ai réussi à en avoir 3. 5e et dernière question. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens? Alors là, pour le coup, j'en ai plein. Des livres ou des films, ou les deux? Et les deux. Super. Les deux. Je peux t'en donner 3 à peu près de chaque, si tu veux, comme ça on limite. Parfait. Alors, en livre, du coup, Siddhartha. Ouais, d'Hermann Hesse. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui n'est pas du tout, pour les personnes qui ne le connaissent pas, pas du tout sur Enfin, ça ne cherche pas à nous convaincre de rejoindre le bouddhisme, quoi. C'est juste l'histoire d'un homme et de... Je suis sûr qu'il était bouddhiste, d'ailleurs, Hermann Hesse, si? Il était bouddhiste? Je sais pas, tu vois, ça je... Je ne suis pas certain. Ouais. Je sais pas du tout. Mais voilà, c'est une histoire d'un homme qui se cherche, en fait, et qui se trouve. On va les résumer comme ça.
Ce qu'on retrouve avec le deuxième livre que j'adore, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu qui m'a touché vraiment au cœur, avec toutes les... pour ne pas spoiler. C'est dur de ne pas spoiler. Je pense que beaucoup de monde l'aura lu malgré tout, de toute façon. Mais que voilà, tout ce qu'on cherche est parfois pas très loin de nous. Ouais, c'est bien. Tout proche. Voire en vous. Et donc Paulo Coelho, après, tous ses bouquins quasiment sont absolument extraordinaires. J'aime bien dans un autre style Amélie Nothomb aussi. Ok. Avec, là, celui qui me vient, c'est Véronica décide de mourir sur la mort, puisqu'on parlait de ça juste avant. C'est un livre très intéressant, avec beaucoup de questionnements que l'on se pose ensuite à soi-même et qui nous permettent d'avancer dans cette quête de soi. Et le petit dernier en livre, bon, du coup, ça fera 4. C'est pas grave. C'est un que j'ai lu très récemment. C'est Le bébé est un mammifère de Michel Audin. Ok, je connais pas. Que je conseille à tout le monde, homme-femme. Parce que je suis aussi du coup doula, donc j'accompagne aussi les femmes dans la grossesse, le postpartum, etc. Et vraiment... Rebozo. Le soin Rebozo aussi. Ma femme en cherchait à un moment donné, mais elle n'a pas réussi à trouver à temps. C'est vrai. Le soin Rebozo, s'il y en a en postpartum, faites un soin Rebozo. C'est nécessaire, vous en avez besoin. Et pour toutes les femmes qui font des passages dans leur vie, le Rebozo permet vraiment d'accompagner ça. Bref, parenthèse Rebozo terminée. Michel Audin et ce livre, Le bébé est un mammifère, c'est vraiment à lire. Ça nous ramène à quelque chose de tout simple, c'est que nous sommes des mammifères. Et du coup, ça nous parle de l'enfantement en tant que mammifère. Au-delà de tout ce qu'on connaît, si on nous analyse comme on analyserait un chien, un chat, quelles sont les conditions, les caractéristiques de l'humain pour enfanter et de quoi il a besoin, comment ça fonctionne, avant, après, pendant, la place de chacun. Et ça se lit très très vite et c'est vraiment... dire que l'être humain n'a pas besoin de tous ces échos et tous ces médicaments pendant la grossesse, c'est ça que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que, alors, la grossesse, je suis en train de dire que la médecine allopathique, elle n'est pas du tout achetée à la poubelle. On en a besoin, on l'a développée, c'est juste génial. Mais que dans certains cas, et notamment l'accouchement, dans la plupart des cas, il n'y en a pas besoin. Et que c'est même un facteur de stress et de rallongement d'accouchement que d'accoucher à l'hôpital quand on n'a pas de risque de santé qui font qu'on doit accoucher à l'hôpital. Et notre corps est fait pour ça, en tant que femme. Notre corps est fait pour ça. Il sait exactement quoi faire. Là, c'est une question de discussion avec le mental pour lui dire « je bascule ». Mais c'est la même chose d'ailleurs qu'en chamanisme. Lors de l'accouchement, lors de l'enfantement, la femme a son cerveau qui bascule et qui passe en état modifié de conscience. Et c'est dans cet état modifié de conscience qu'elle va donner vie. Et à l'hôpital, on fait que de leur parler toutes les 5 minutes, donc on les ramène au mental. Il y a le mari à côté qui dit ça va, ça va. Mais le mari peut être un très très bon accompagnant. Et d'ailleurs, dans les enfantements à domicile, j'ai assisté à un enfantement à domicile avec une sage-femme, bien sûr, je n'étais pas seule responsable de l'enfantement. Il n'y a pas longtemps, et la place du père était juste magique parce qu'il avait une vraie place. À l'hôpital, c'est pas possible, cette place-là. Et là, le père peut aussi être vraiment présent, accompagnant d'une façon complètement fluide. Et il n'y a pas toute cette agitation, ce mouvement autour qui ralentit l'accouchement parce que la peur fait que ça prend beaucoup plus de temps. C'est juste naturel, c'est un phénomène physique de mammifère qui a un prédateur ou un risque autour et qui du coup ralentit son accouchement au plus possible parce que dans sa tête de mammifère, le bébé peut être en danger. Très clair. Donc voilà pour les livres. Les films. Les films. Premier film, Yes Man. Okay. C'est pas du tout un film auquel on s'attend, je pense. Jim Carrey. Interview. Ouais, avec Jim Carrey, tout à fait. Yes Man, parce que faut rire, quoi. Ouais. Il faut rire. Je
suis d'accord. Il n'y en a pas beaucoup des films qui font rire. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, Yes Man, c'est vraiment un film où quelqu'un est complètement déprimé et puis il se retrouve à aller suivre un espèce de gourou. Et le gourou qui dit qu'il faut dire oui à la vie. Et quand quelqu'un est en perte de sens, lui dire, mais peut-être ouvre-toi à des possibilités que tu n'as pas accueillies, mais qui se présentent tous les jours, mais que tu ne vois pas parce que tu dis non, parce que tu es avec ton filtre et tes lunettes de ça va pas bien. Dis oui et vois ce qui se passe. Et c'est hyper intéressant cette philosophie. Et après, ce film montre que pousser très loin, ça donne n'importe quoi, mais qu'avec un juste milieu, effectivement, il y a un très bel enseignement dans ce film de dire oui à des opportunités, des possibilités qu'on n'aurait pas accueillies euh, dans notre zone de confort aussi. Il y a une histoire de sortir de sa zone de confort. Jim Carrey, il est assez connu pour être au moins dans une recherche spirituelle, je pense. Clairement, clairement. Puis il a fait plusieurs films qui sont quand même. Ouais, Donc Yes Man, pour moi, a vraiment une portée spirituelle. Et il y a l'autre film, je me souviens pas du titre, mais où il croit, il est dans un. Il est filmé et en fait, il croit que c'est la réalité, mais c'est pas la oui, réalité. oui, 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 oui. Je sais plus Oui, comment. super film, ouais, ouais. Je crois qu'il a déjà été conseillé en plus par quelques intervenants. Je me souviens plus, mais génial, ouais, le film. Ouais, là, c'est pareil. L'illusion, c'est quoi l'illusion en fait? Magique, ouais, On a encore cette spiritualité qui refait surface avec Jim Carrey ouais, et de l'humour toujours et de la dérision. tout à fait. Ça, c'est le premier film. Ok. Ensuite, si on est un petit peu dans l'idée de se dire, ouais, mais j'aimerais bien un truc un peu fleur bleue, Ouais. je pourrais recommander un film inconnu, je pense. On doit être deux à le connaître, moi et ma coloc avec qui on l'a découvert en Espagne. C'est Sous le soleil de Toscane. Ok. Je connais pas. Non, mais c'est normal. Ok. Mais il faut bien faire découvrir des trucs que personne ne connaît. Parfait, parfait. Donc on est d'accord qu'on est dans du fleur bleue un peu à l'américaine, Ok. mais c'est pas un film. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Donc c'est un film qui fait du bien au cœur, où on se met dans la peau du personnage principal qui à la base se fait larguer dans des conditions atroces. Elle divorce et elle doit tout lâcher. Mhm. euh, Alors que c'est complètement injuste. Donc ça nous arrive aussi dans la vie, des situations d'injustice. Et puis, sur un coup de tête, elle décide d'acheter une maison en Toscane, et puis il lui arrive des trucs chouettes, et puis après moins chouettes, et puis moins enfin, la vie en fait. Mhm. C'est-à-dire pas le fil tout droit qui normalement symbolise la mort, mais plutôt l'oscillation avec des choses qui se passent qui sont bien, et puis c'est moins bien, et puis c'est bien, et puis c'est moins bien. Et qui finit sur quelque chose de chouette, puisqu'on est dans un film à l'américaine. Mais Mhm. d'inattendu aussi, avec toujours cette ouverture aux surprises et le lâcher-prise dans ce film. L'acceptation de, bon, ben, le timing est pas bon, le timing est pas bon, quoi. Puis en plus, c'est en Toscane, donc c'est beau de toute façon. C'est hyper beau, la Toscane. Il y a des vues de Positano qui est, pour le coup, un peu plus loin. J'y étais à Positano. Oh là là, C'est très je beau, rêve d'y Positano. aller depuis que j'ai vu ce film. Je rêve d'aller là-bas. Ça a l'air tellement magnifique. Il y a des vols pas très chers pour Naples et Ouais. ensuite, c'est assez rapide. Ça va, ça se fait. Bon, très bien. Je note pour mon prochain voyage. Troisième film? Et troisième film, euh, La vie des autres. Il n'est pas très connu non plus. Je ne suis pas très cinéphile, donc je connais pas grand-chose de toute façon, mais celui-là, je ne connais pas non plus. Je suis pas très cinéphile non plus. Moi, je pense ce qu'on me propose. Donc, globalement, les films, ils viennent comme ça. Et La vie des autres, c'est un DVD que m'a prêté mon amie Valérie, qui m'a beaucoup touchée aussi. Pour Ok. faire court, c'est l'histoire d'un homme qui travaille pour les renseignements nazis, je crois, Mhm. et qui est chargé d'espionner une maison où il suppose qu'il y a une famille juive ou qui planque des gens ou que lui, il est plus ou moins dans un truc qu'il dit pas vraiment et ils essaient de le coincer comme ça. Mhm. Donc en gros, toute la maison est sous micro et l'histoire parle du gars qui espionne surtout. Donc lui, dans sa petite cahute, c'est vraiment un gars qui a l'air tout triste et qui passe son temps à écouter la vie des autres. Ok. Et à la fin, on se demande vraiment si finalement il va pas basculer, est-ce qu'il va aider ou pas aider, parce que finalement en étant à l'écoute de la vie des autres, eh ben il y a aussi le lien qui se crée alors qu'il ne les a jamais vus et qu'il y a toujours ce truc de distance. Mais jusqu'où?
C'est la grande question de ce film. Le message spirituel derrière. Oui, cette écoute aussi, vraiment. Et comme quoi, le fait d'être à l'écoute, au-delà des idées de positionnement politique, puisqu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais juste d'être à l'écoute de l'autre, bah, ça peut nous aider à contacter d'humain à humain, au-delà du reste. On en a besoin en ce moment. Oh oui. Merci beaucoup, Barboka. Avec plaisir. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant de finir ou est-ce qu'on dit au revoir aux auditeurs? Bah, juste ouvrez votre cœur, connectez d'humain à humain. On s'en fout de qui est pro ou contre quoi. On ne parlera pas du quoi. Ouais, non, mais c'est peu importe quoi d'ailleurs. Mais c'est pas important. C'est pas important. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleur comme mot de la fin. Merci, merci infiniment. Et Merci beaucoup merci à toi. aux auditeurs et à très bientôt. À très bientôt.